then sign. After all, when it comes down to it, who's really signing this contract anyway? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Même si l'été est avancé, il y a encore des dossiers qui ne sont pas réglés dans la LNH. Et là, je parle de concret. Je parle pas d'équipes qui ont peut-être des postes qu'on aurait aimé voir être comblés, des besoins et qu'on n'a pas été capable de subvenir à ces besoins-là. Non, je parle de joueurs qui sont toujours sans contrat. Je parle de joueurs qui ont demandé à être échangés et qui ne l'ont pas été. Ou encore, disons le moins concret du lot, des joueurs dont on s'attendait à ce qu'ils signent des prolongations de contrat et que ce n'est toujours pas arrivé. Donc, dans cet épisode ensemble, on va regarder les 5 histoires, mon top 5 des histoires qui restent à régler d'ici la fin de l'entre-saison dans la Ligue nationale de hockey. Et on va y aller en ordre. Et en 5e place, on commence direct avec Cale Makar et Quinn Hughes, les deux qui sont toujours sous contrat avec leur équipe pour la prochaine saison, l'Avalanche pour Cale Makar, le Wild du Minnesota pour Quinn Hughes, mais qui peuvent devenir agents libres sans restriction la saison prochaine. Et pourquoi je les inclus? Parce que des joueurs de ce calibre-là, tu signes ça et ça presse. Tu ne laisses aucune chance aux rumeurs commencer à entrer dans le vestiaire pendant la saison. Ce sont quand même, par contre, deux dossiers distincts. Et commençons avec Quinn Hughes. Parce que Hughes, on a un petit peu plus, j'allais dire d'informations, mais du moins un peu plus de pistes sur qu'est-ce qui se trame dans ce dossier-là. D'abord, Hughes s'est jamais caché, il veut éventuellement jouer avec ses frères. Ce qui me fait toujours un petit peu rire parce que Quinn Hughes qui veut jouer avec Luke Hughes, c'est pas très très bon pour Luke Hughes d'avoir son grand frère meilleur que lui, qui prend le poste que lui éventuellement voudrait avoir. Mais bon, ça, c'est leurs affaires, ils s'aiment, c'est des frères, bravo. La fraternité, c'est bien. Jouer avec Jack, par contre, ça se comprend parfaitement du côté de Quinn Hughes. On a toujours assumé qu'éventuellement, ça se ferait peut-être au New Jersey. Les Devils étaient très impliqués dans le dossier Quinn Hughes lorsque celui-ci a été échangé des Canucks de Vancouver au Wild du Minnesota. Sauf que, dans la situation actuelle des Devils du New Jersey, est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on peut aller chercher Quinn Hughes? Et surtout, le Wild du Minnesota qui a mis le paquet pour faire son acquisition, est-ce qu'il va vraiment demeurer all-in jusqu'à la toute fin, même si on n'est pas capable de s'entendre avec Hughes, c'est-à-dire le garder, passer la prochaine date limite des transactions, se rendre en série, essayer de gagner une coupe avec lui? Ce sera à voir. Ceci étant dit, quand je parlais qu'on a des pistes, littéralement, le propriétaire du Wild du Minnesota, on en avait parlé au printemps dernier, est allé sur les ondes d'une radio sportive à St. Paul, Minneapolis, pour dire que, ouais, on va s'entendre avec lui, puis le problème, c'est que nous, on voudrait lui donner 5 ans, puis lui, il va en vouloir 3, puis on va s'arranger. C'est très rare qu'on entende un propriétaire comme ça s'impliquer publiquement, parler publiquement de discussion. Donc, dans le cas de Quinn Hughes, on sait qu'un contrat à court terme avec le Wild du Minnesota, c'est une véritable possibilité. Est-ce que celui-ci, par contre, va plutôt attendre dans la saison puis de voir où on en est? Ça va être intéressant. Quinn Hughes, qui était, là, vous le voyez à l'écran, il y a quelques instants, là, sur un des contrats les plus avantageux de la Ligue nationale de hockey. Tu as Quinn Hughes qui est, j'allais dire top 3. Mettons que tu n'es vraiment pas un fan de Quinn Hughes, top 5, là, mais à mon sens, c'est vraiment un top 3 de la Ligue nationale de hockey. Quinn Hughes, derrière Makar et maintenant peut-être Zach Werenski. Puis après ça, oui, il y a des défenseurs plus défensifs et tout ça, là, mais tu choisis un défenseur pour être ton défenseur numéro 1 au sein de ton équipe demain matin. Tu prends pas Quinn Hughes dans le top 3? Je serais curieux de savoir qui tu prends avant Quinn Hughes. Mais bref, tout ça pour dire que peu importe où tu l'as, c'est un des meilleurs contrats de la Ligue nationale de hockey et il va vouloir être payé. Il est dans l'apogée de sa carrière. Il lui reste encore beaucoup de bonnes années. Je ne vais pas être surpris si Quinn Hughes signe un contrat supérieur en AAV en moyenne à Macklin Celebrini et qui va chercher 19, 19,5, 20 millions de dollars. Ce sera à voir à quel point le Wild est prêt à sortir le chéquier pour Quinn Hughes. Je continue de penser que ça va se régler avant le début de la saison régulière. Ce qui nous amène à Cale Makar. Et dans le cas de Makar, j'ai toujours pensé que ça allait être plutôt simple dans son cas. Tu prends un contrat, le contrat de Nathan MacKinnon, tu prends le même pourcentage ou à peu près, tu lui donnes 8 ans,
c'est réglé. Mais est-ce que Makar, lui, regarde le dossier de Quinn Hughes et attend de voir c'est quoi le montant? Et ça serait compréhensible. Pourquoi? Parce que le marché a été réinitialisé cet été, mais pas celui des défenseurs. En même temps, c'est un peu faux ce que je viens de dire parce que dans un monde où Bowen Byram signe un contrat richissime, le marché a été un peu réinitialisé. Mais si Bowen Byram vaut au-dessus de 10 millions de dollars, combien vaut Cale Makar lorsqu'il est en santé, le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey et à mon avis, le deuxième meilleur joueur de hockey au monde présentement. Il lui reste encore quelques années d'apogée, c'est sûr et certain. Donc, il mérite, là, je sais, il y a tout le temps des gens qui viennent en commentaire pour dire que les joueurs de hockey ne méritent pas 20 millions par année. Oui, on comprend tout ça. Là. On parle dans la Ligue nationale de hockey actuelle, pas au sens philosophique de la vie. Merci, fermeture de la parenthèse. Cale Makar mérite d'être le défenseur le mieux payé de la Ligue. Je pense que dans son cas, moi, la question que je me pose, c'est avec le plafond salarial qui ne va cesser de monter de façon substantielle dans les prochaines années, est-ce qu'il va plutôt lui aussi décider de signer, disons, 5 ans? Disons que Cale Makar signe 18,5, 19 millions, 19,5 millions pour 5 ans. Bon, d'abord, vous le voyez ici à l'écran, il double son salaire pour les 5 prochaines années. Déjà, ça, c'est une victoire. Mais à 27 ans, à moins d'une catastrophe, à moins d'une grave blessure ou quelque chose, Cale Makar, dans 5 ans, à 32 ans, il y a une équipe, encore une fois, qui va lui proposer un autre contrat de 5 ans à une valeur maximale ou presque, qui à ce moment-là sera rendu peut-être de 22,5 millions de dollars. Et donc, sur les 10 prochaines années, et particulièrement les 5 dernières années du contrat, 4 millions de plus par année. Bon, je le sais, on parle de gars déjà assez riches et tout ça. Là, c'est complètement fou pour nous de même imaginer cet argent-là. Mais pour lui, ça peut faire une grosse différence à la fin de sa carrière de signer 2 contrats de 5 ans plutôt qu'un de 8 ans, qui là, l'amènerait probablement plus à la mi-trentaine et peut-être à un moment où il n'est plus l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Il va peut-être encore avoir des belles années devant lui, signer des contrats intéressants, mais il ne maximisera pas son argent de cette façon-là. Donc, j'ai hâte de voir le dossier Cale Makar. Il va rester avec l'Avalanche du Colorado. On va lui donner exactement ce qu'il veut. Est-ce que ça va se rendre au camp d'entraînement? Peut-être. Il faut dire que Joe Sakic est de retour officiellement là, à la barre de l'Avalanche du Colorado. Il n'avait jamais quitté, mais il n'avait plus le même poste. C'était McFarlane qui était là comme DG. Alors, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je crois quand même que le dossier Makar aussi peut se régler avant le début de la saison régulière. Numéro 4, c'est Dylan Larkin. Est-ce qu'il va finalement voir son souhait être exaucé? Est-ce qu'il veut toujours être transigé maintenant que Steve Yzerman va quitter les Red Wings de Détroit? Est-ce que vraiment c'était un beef 1-1 avec Steve Yzerman du côté de Dylan Larkin? Il y a certains éléments qui nous permettent de croire que ça pourrait être ça. On se souvient à la fin de la saison précédente, donc pas 2026, mais 2025, lorsque les Red Wings de Détroit n'ont pas fait d'acquisition à la date limite des transactions et qu'en point de presse de fin de saison, Dylan Larkin a dit qu'il ne l'avait pas apprécié, qu'ils n'ont pas eu d'aide et que ça n'a pas aidé l'équipe en fin de saison et que c'est une des raisons pourquoi ils ne se sont pas qualifiés pour les séries. C'est là qu'on avait vu le début là, des couteaux tirés entre l'organisation et lui. Personnellement, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis content. Je suis content que le souhait de Dylan Larkin en date de l'enregistrement de cet épisode n'ait pas été exaucé. Pourquoi? Parce que bien que je suis pro-joueur et que dans une ligue où, oui, ce sont des multimillionnaires, ça n'a pas de bon sens, ce sont quand même les employés, c'est eux qui font en sorte qu'il y a un spectacle sur la glace, j'ai pas de problème à ce que les joueurs tiennent leur bout. Sauf que dans les dernières années, ce à quoi on a assisté, ce ne sont pas les joueurs qui tiennent leur bout. Ce sont les joueurs qui ne cessent de tirer comme au souk à la corde pour aller chercher tout ce qu'ils peuvent, incluant ce qui est un petit peu exagéré. Et je pense entre autres au dossier d'Dylan Larkin, qui demande une transaction. Ça, écoutez, ça date pas d'hier. Tu as le droit de demander une transaction pour des raisons qui t'appartiennent dans la vie. Sauf que lorsque tu demandes une transaction, que tu as une clause de non-échange complète, que tu donnes, selon les informations auxquelles on a eu accès, seulement 3 équipes où tu accepterais d'être échangé. Que ces équipes-là, c'est pratiquement impossible que tu y sois échangé pour des raisons de plafond salarial, que ce soit pour des raisons que les Red Wings n'auraient pas un retour intéressant, etc. Que finalement, peut-être un peu à contre-cœur, tu en ajoutes une 4e.
ben je m'excuse, mais que tu ne sois pas échangé. Personnellement, j'adore ça. Une petite cuillerée d'humilité pour Dylan Larkin, qui est un bon joueur de hockey, qui est un excellent joueur de hockey, mais pas un vrai joueur de centre de franchise. J'ai aucun problème avec ça. Il reste 5 ans au contrat de Larkin à 8,7 millions de dollars par année. Et je crois qu'on est rendu au point où, à moins qu'il mette beaucoup d'eau dans son vin et qu'il accepte d'ajouter bien des équipes à sa liste, que Dylan Larkin va être avec les Red Wings de Détroit à l'automne. Je crois que malheureusement, ça ne sera pas une bonne saison pour les Red Wings. Il faudrait vraiment qu'on commence la saison sur les chapeaux de roue, que Dylan Larkin produise, qu'il montre que, OK, regardez, ce qui est arrivé, mais là, je suis toujours le leader de cette équipe-là et je la traîne devant, parce que je ne sais pas s'il y a ça en lui, pour être bien honnête avec vous. Je pense que ça va être une saison difficile au Michigan. Peut-être qu'éventuellement sera-t-il échangé, mais que c'est comme ça que ça va débuter et que ce dossier-là ne sera pas réglé. En troisième position, c'est la situation de Zach Bolduc et Arber Xhekaj avec le Canadien de Montréal, qui, au moment où j'enregistre, ne sont toujours pas signés. Ils sont agents libres avec restriction. Je comprends qu'à l'échelle de la Ligue, peut-être que ça n'a pas autant d'ampleur que les deux autres dossiers dont je viens de parler, sauf que il reste très, très peu d'agents libres avec restriction au moment où on se parle, et le Canadien est la seule équipe qui a 2 agents libres sans restriction, toujours, agents libres, sans restriction, toujours sans contrat. Et ce que je trouve particulier dans ce dossier, c'est que le Canadien a l'espace pour signer ces 2 joueurs-là. Au moment où on se parle, le Canadien a tout près de 10 millions de disponibles sous le plafond salarial. Là, vous le voyez à l'écran, 9,783 millions de dollars. Je veux dire, mettons que dans le pire des mondes pour le Canadien, Zach Bolduc signe à 4 millions, Arber Xhekaj signe à 1,75. Tu es encore sous le plafond salarial. Je vous rappelle que ce montant-là prend en considération le fait que le Canadien a en ce moment 3 gardiens de but avec l'équipe. Donc, les 2 Jacob et Samuel Montembeault. Peut-être qu'une transaction de Samuel Montembeault te libère 3 millions. Moi, tout l'été, je me suis posé la question. Est-ce que ça signifie que le Canadien tente encore et toujours, non pas de résister à l'envahisseur, mais d'aller faire l'acquisition d'un joueur d'envergure, ou moindrement d'envergure, qui ferait en sorte que ce serait difficile de faire cadrer tout ça sous le plafond salarial? Est-ce qu'un de ces 2 joueurs-là pourrait être impliqué dans une transaction? Je me pose beaucoup de questions, particulièrement avec Arber Xhekaj, qui a décidé de ne pas aller en arbitrage. Le dossier Arber Xhekaj aurait pu se régler beaucoup plus rapidement si celui-ci avait décidé d'aller en arbitrage. Je croyais que le fait qu'il n'y allait pas démontrait que les négociations allaient bien, qu'on allait s'entendre très facilement, et ce n'est vraiment pas le cas. Ce sont peut-être les 2 seules petites distractions en ce qui concerne le Canadien de Montréal. On est encore à quelques semaines des ouvertures des camps d'entraînement. Pas de souci de ce côté-là en ce qui me concerne, mais il faut régler ces dossiers-là. Et je le sais que plusieurs d'entre vous êtes des grands fans d'Arber Xhekaj. Ce n'est rien contre Xhekaj quand je dis que je pense par contre que le dossier Bolduc est prioritaire. Pourquoi? Parce que Arber Xhekaj, autant qu'on l'aime, il était le 6-7e défenseur du Canadien en 25-26, un joueur qui rentrait et sortait de l'alignement. Alors que si Zach Bolduc n'est pas signé, tu regardes l'alignement du Canadien en ce moment et il y a un trou. Et je pense vraiment aussi que ça peut être une saison très importante pour Zach Bolduc, une saison où il peut prendre du galon et grandir et aller chercher un plus grand rôle chez le Canadien de Montréal. C'est un gars aussi qui évoluait sur la 2e unité d'avantage numérique. Bon, elle n'a pas été productive, cette 2e unité d'avantage numérique pendant la saison 25-26. Vous allez me dire, bon point Jacques, mais quand même, c'est un joueur qui est important pour l'équipe et il faut régler ce dossier-là. Je crois que ça va se régler avec un contre-pont. Et en ce qui concerne Arber Xhekaj, j'espère que ça va se régler. J'espère que Xhekaj sera encore un joueur du Canadien lors de la prochaine saison. Est-ce qu'il peut être échangé? C'est effectivement une possibilité. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi! Aventurier de l'Internet, l'été tire à sa fin. Oui, malheureusement, déjà, ou du moins l'entre-saison de la LNH tire à sa fin, et on va bientôt rentrer dans le concret, dans les camps d'entraînement. Et tu veux t'assurer de ne rien manquer à l'aube de la saison 26-27? T'es à la bonne place. Abonne-toi! On veut atteindre les 35 000 abonnés cette année, et on veut relancer ça de plus belle pour le début de la saison. Alors, aide ton boy, ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes, et tu contribues grandement au développement du contenu francophone sur les GAFA. C'est fait? OK, on poursuit. Et vous allez voir, 3, 2, 1, ce sont tous des dossiers d'agents libres avec restriction. Et en 2e place, c'est celui d'Adam Fantilli. Est-ce qu'il est le prochain homme de 15 millions de dollars dans la Ligue nationale de hockey? Je me pose la question à savoir si...
je veux dire sans tambour ni trompette, c'est qu'on dirait qu'on entend moins parler du dossier Fantilli parce que les autres ont tellement été gros. Et aussi, soyons honnêtes, là, avec respect, les Blue Jackets de Columbus sont un des petits marchés de la LNH, un des marchés dont on parle moins. Mais je me pose la question, est-ce que les Blue Jackets ont vu leur plan être un peu contrecarré parce qu'il est arrivé avec, entre autres, Leo Carlsson, la signature de Connor Bedard. Pourquoi je dis ça? Parce que le dossier Fantilli me semblait pas trop compliqué pour les Blue Jackets de Columbus avant le début de l'été. Quand tu regardes le contrat qu'Ivan Demida va signer, tu vas te dire, OK, Adam Fantilli va-t-il signer 10,5 millions, 8 ans? On n'est plus là, on n'est plus dans ce paradigme-là, on est dans une nouvelle Ligue nationale de hockey où, honnêtement, je dis pas qu'il le vaut, mais Adam Fantilli serait en droit de dire 15 millions de dollars. Ce à quoi les Blue Jackets de Columbus pourraient faire, OK, correct, 8 ans. Ils pourraient faire 5 ans. 5 ans, parce que c'est ce que Carlson a signé, c'est ce que Bedard a signé, c'est ce que Macklin Celebrini a signé également. Et pourquoi ça peut être problématique pour les Blue Jackets de Columbus? Ben, 2 raisons. Les Blue Jackets ont environ 13 millions de disponibles sous le plafond salarial présentement. Donc déjà, de passer de 10 à 15, si tu passes à un montant, il faut faire quelques petits ajustements pour se permettre de payer Adam Fantilli à ce prix-là. C'est faisable. Entre autres, tu as un gars comme Mathieu Olivier qui fait 3 millions de dollars par année. Il a une liste de 10 équipes où il ne peut être échangé. Beaucoup de formations prendraient Mathieu Olivier dans leur équipe. Le prendrait à Montréal. Mais est-ce que dans cette situation salariale-là, c'est vraiment ça que tu veux, dépenser 3 millions par année pour un gars comme Mathieu Olivier? Encore une fois, moi, personnellement, je le prends dans mon équipe. C'est juste un exemple facile à identifier. Un 3 millions à aller chercher du côté des Blue Jackets de Columbus. Pouf, c'est réglé. Le problème pour les équipes dans la situation des Blue Jackets, c'est justement là. Fut un temps où, justement, tu signais ce genre de contrat-là qui te faisait grincer des dents. Tu disais, ouais, pour les 2 prochaines années, il vaut probablement pas ça, mais peut-être deviendra-t-il une aubaine dans les années subséquentes du contrat. Le meilleur exemple, Nick Suzuki. Mais là, c'est plus ça. Si Adam Fantilli signe pour 5 ans, tu le payes trop cher, tu le payes pas si longtemps que ça, il va peut-être pas encore valoir 15 millions à la fin du contrat, puis rendu là, tu vas déjà être pogné pour leur signer encore plus cher pour un autre 5 ans. C'est une situation précaire dans laquelle les Blue Jackets de Columbus se retrouvent. On dirait une plus petite maison dans Game of Thrones qui se retrouve pognés dans la guerre des Lannister puis des Stark puis sont comme, yo, on voulait juste chiller, nous, man. Genre, what the heck is going on? C'est un petit peu ça qui se passe avec les Blue Jackets de Columbus. Je pense que Fantilli est un des 2 candidats agents libres avec restriction d'envergure, disons ça ainsi, là, parce qu'avec respect pour Bolduc et Jacky, s'ils entraient au camp d'entraînement, pas de contrat, c'est gros à Montréal, mais à l'échelle de la Ligue nationale, c'est pas très gros. Je pense que Fantilli est un des 2 candidats d'envergure, agent libre avec restriction, à faire la grève pour débuter les camps d'entraînement. Et l'autre, ben c'est Cutter Gauthier. Excusez mon français, mais quel shit show! À Anaheim, les derniers rapports en provenance de Californie, c'est que Cutter Gauthier aurait refusé 13 millions de dollars par saison. On vit dans un monde où un joueur qui, oui, vient de marquer 40 buts, mais de récolter 69 points, nice, refuse 13 millions de dollars par saison. Et comprenez-moi bien, les Ducks d'Anaheim n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer pour la situation dans laquelle ils se retrouvent. Ils jouaient une ligne trop dure. Plusieurs disent que Kent Hughes est cheap avec les joueurs, mais tout le monde à Montréal signe les contrats avec le sourire, très tôt, sans de longues négociations pénibles. Alors qu'Anaheim, c'est tout le contraire. On est incapable de prolonger nos joueurs, on joue la ligne dure, on veut les garder à des montants vraiment bas, et un gars comme Leo Carlsson devient agent libre avec restriction, bang! Offre hostile des Flyers de Philadelphie qui change complètement non seulement l'échiquier d'équipe, mais toute la Ligue nationale de hockey. Et un gars comme Cutter Gauthier, il n'est pas à une autre équipe à faire comme, hey, je sais que ça n'a pas vraiment rapport, nous, dans notre échiquier, mais là, non, il vient de se passer telle affaire, fait que je veux ça. Non, c'est son coéquipier. Évidemment, je pense pas que Cutter, en même temps, je le connais pas, là. Quoi qu'il a refusé de signer à Philly, peut-être qu'il est un peu délulu. En tout cas, Cutter Gauthier regarde ça et il dit, OK, je serais peut-être pas 18 millions, mais j'en veux 15. Je veux le contrat de Connor Bedard. Et dans cette situation-là, je peux le comprendre de vouloir ça. Le problème pour les Ducks d'Anaheim est le suivant, c'est que au moment où on se parle, on a seulement 9 millions de disponibles sous le plafond salarial. Donc,
déjà, ça allait être compliqué pour les Ducks de s'entendre avec Cutter Gauthier. Mais là, s'il veut 15 millions de dollars, c'est possiblement 6 millions qu'il faut trouver. Bon, un petit peu moins, parce qu'il faut dire que Troy Terry est blessé. Il va rater le début de la saison. Environ 3 mois là, qu'il va rater. Donc ici, on sauve un petit peu d'argent en le plaçant sur la liste des blessés. Mais quand même, il faut trouver beaucoup d'argent. Voici quelques candidats à être transigés par les Ducks d'Anaheim qui n'ont pas des clauses de non-échange complètes. Essentiellement, nos bons vétérans en attaque. Et le plus gros problème des Ducks, à mon avis, c'est que bien sûr, le joueur le plus intéressant de la liste, c'est Mikael Granlund. Sauf que là, on vient d'échanger Mason McTavish. Mikael Granlund est notre deuxième joueur de centre. Et si c'est pas lui, le deuxième joueur de centre, ça commence à faire pitié un peu. Et pour seulement 2 ans, à 7 millions de dollars par année, ce qui est maintenant un contrat, honnêtement, avantageux pour Mikael Granlund, qui peut encore te produire une 60aine de points. Seulement 2 ans à 34 ans, c'est bien, parce que s'il y a un déclin rapide, t'es pas pris avec longtemps. Il est le candidat tout désigné à se faire transiger. Mais encore une fois, est-ce que tu peux te permettre de faire ça du côté des Ducks? Et d'autant plus que si tu fais ça, c'est pour libérer de l'argent. Tu ne vas pas aller chercher un retour immédiat pour t'aider tout de suite. Et ajoutons à ça le dernier problème qui est que c'est-tu moi ou ça va être la pire défense de la Ligue, ça, cette année? Yo, mon boy Luka Dostal, man. Oh, pauvre lui! Et là, bien sûr, t'as peut-être un Tristan Luneau qui peut prendre du galon. Est-ce que Minchukov peut prendre du galon? Etc., etc. Ça reste que tu regardes ça. Et les Ducks, à mon avis, sont les plus grands candidats à un énorme pas de recul cette saison. Déjà qu'on s'est qualifié pour les séries avec 92 points. On les aurait pas fait dans l'Est, les séries. On est allé au deuxième tour. On a fait un beau parcours, OK? On a sorti les Oilers d'Edmonton, très très bien. Mais on a terminé moins 15 dans le différentiel cette année. Tout indique qu'on a beaucoup profité de la faiblesse de la division l'an dernier chez les Ducks d'Anaheim. On n'a plus aucun contrôle sur notre situation salariale. On a signé d'autres vétérans comme AJ Greer qui soudainement déjà, on se dit « Oh boy, est-ce qu'on aurait dû faire ça? » C'est la catastrophe à Anaheim. Je vois difficilement non seulement comment on règle le dossier Cutter Gauthier, mais comment après ça, on sauve les meubles à court terme. Je pense qu'on n'aura pas le choix d'échanger un de nos vétérans, affaiblir l'équipe à court terme pour sécuriser notre noyau de jeunes joueurs. Et ça va être extrêmement difficile de s'en sortir. Et honnêtement, je pense que Cutter Gauthier ne sera pas là pour débuter le camp d'entraînement. Voilà les 5 histoires que je surveille avec le plus d'attention, les 5 dossiers à régler dans la LNH. Est-ce qu'il y en a d'autres, toi, que tu surveilles encore dans les joueurs à signer? Est-ce qu'il y a des agents libres sans restriction, des vétérans que tu surveilles? Quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. T'as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, tu vas en écouter un autre? Il y en a un juste ici. Ton boy va se moucher parce qu'il a oublié de prendre ses petites pilules pour les allergies. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!